Aujourd'hui, zoom sur le métier de podologue avec Julie Manca qui a accepté de répondre à nos questions sur son quotidien. Bonjour Julie. Bonjour. Votre rêve était de devenir kiné spécialisé dans le dos. Pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes venu à vous passionner pour la podologie ? En fait, j'ai découvert la podologie pendant mes cours de première année de médecine, parce qu'en fait, on est obligé de passer par la première année de médecine pour rentrer en école de kiné. Et du coup, j'ai découvert ce métier à ce moment-là. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas ? C'était un métier qui était quand même assez manuel, avec les soins, la fabrication de semelles, etc. Intellectuel, parce qu'il faut quand même réfléchir, s'adapter aux patients, s'adapter à chaque situation. Et le corps humain, ça réagit comme il veut, donc faut s'adapter toujours. Et qui est aussi très social, parce que on est en contact avec des patients tous les jours. Donc forcément, il faut apprendre à parler, écouter, et aussi réagir correctement, des fois. Et donc du coup, je n'ai pas été prise en kiné, parce que j'étais pas assez bien classée par rapport aux autres. Mais pour l'école de podologie, j'étais OK. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter, et c'est parti. Vous avez pu être admise dans la seule école publique de podologie en France. Qu'avez-vous ressenti à l'époque ? Alors en fait, il y a 2 écoles publiques en France. L'autre, elle est à Toulouse et il fallait passer par un dossier, etc. Mais ça, je le savais pas. Donc je suis restée à Bordeaux. Et ça a été quand même un soulagement. Parce qu'en fait, les écoles de podologie, elles coûtent très cher à l'année. Donc c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire financièrement. C'était pas possible. Plus la vie étudiante qui est quand même assez chère. Si en plus il faut que je paye une école, c'était pas possible. Et donc j'avais pas d'autre idée de travail, en fait, à part ça. Donc finalement, c'était un peu le soulagement d'avoir ce que je veux et en plus public, donc qui est quand même une vachement bonne école. Donc c'était plutôt cool. Les problèmes aux pieds sont nombreux en général. Pourquoi les gens prennent-ils rendez-vous ? Alors en général, pour les soins de pédicure, les 3/4 de mes patients, ça va être pour des soins d'entretien réguliers. Donc en fait, c'est des patients qui vont venir toutes les 5 semaines, 2 mois, 3 mois, des choses comme ça pour venir couper les ongles, les désépaissir, enlever des corses et des petits bouts de peau, on va dire, qui font mal sous le pied. Donc ça, c'est le plus gros de mes patients, des patients très réguliers, plutôt des personnes âgées en général. Sinon, c'est plutôt des petits soins, du style ongles incarnés ou des verrues aussi, je traite ça. Donc ça, j'en ai quand même pas mal à la semaine. Sinon, après, c'est des entretiens plutôt annuels pour les sportifs ou pour les personnes qui viennent une fois par an, des choses comme ça. Ou sinon, c'est des patients aussi qui sont redirigés par des spécialistes ou par les médecins, parce que le médecin, il sait pas quoi faire, il y a un problème sur le pied, il dit bon, on envoie chez la podologue, elle en saura plus. Et après, pour les bilans de podologie, donc plutôt avec les semelles, ça va être très varié. C'est jamais les mêmes consultations. C'est souvent le début avec la douleur, ça va être la même. Au pied, au genou, aux hanches, au dos, peu importe. Mais après, en fonction du patient, ce sera pas le même traitement, ce sera pas la même analyse. Ça va vraiment changer. Donc ça, j'ai pas un motif précis. Vous préparez des semelles pour certains de vos patients. En quoi ça consiste exactement ? Alors en fait, les semelles arrivent après un premier bilan. Donc en fait, ça se passe en 2 rendez-vous en général. Donc un bilan de podologie, où donc là, je fais toute l'analyse de la posture. Donc je le regarde de face, de dos, de profil, sur des plateformes où je vois la pression du pied en fait, à certains endroits qui va être plus intense, à d'autres où il va manquer, etc. Et en fait, en fonction de toutes les informations que j'ai récoltées, je vais avoir une stratégie de traitement. Donc je vais dire, ok, je vais essayer de jouer sur ça pour essayer de le soulager à ce moment-là, détendre tel muscle, réactiver tel muscle, enfin bon, c'est hyper large. Et en fonction, je choisis mon traitement. Donc là, sur ma semelle, je fais mon petit micmac d'éléments. Donc je vais dire, ok, je vais mettre ça, ça a marché comme ça, ça a marché comme ça. Je fais une semelle et après, dans un deuxième rendez-vous, je rends la semelle au patient. De quel outil avez-vous besoin pour prendre soin des pieds de vos patients ? J'ai beaucoup d'outils. Je les utilise pas tous parce qu'on a notre petite préférence au fur et à mesure du temps. Il y a des outils que certains de mes collègues adorent utiliser, moi pas du tout. En général, ça va être des pinces à ongles pour couper les ongles, des petites lames pour enlever tout ce qui est peau morte, etc. Des fraises, en fait, c'est des instruments rotatifs qui tournent pour venir abraser la peau ou les ongles aussi.
Donc ça va être plus en douceur, c'est pour les patients qui ont assez mal à certains endroits. C'est plus sympa, on va dire, pour eux. Et sinon, pour les semelles, là c'est pareil, il y a un nombre de matériaux qui est quand même assez énorme. Donc c'est pareil, si on a chacun nos préférences, on a de la résine, on a des matières plutôt industrielles, on va dire, plutôt légères, plutôt lourdes, rigides, molles, enfin il y a de tout. Même si on est passionné, on ne peut pas tout savoir. Comment faites-vous quand vous n'arrivez pas à soigner quelqu'un ou à savoir ce qu'il a ? En général, on a des formations qui nous aident au fur et à mesure de notre exercice. Donc on se forme tout au long de notre vie, de toute façon c'est obligatoire, on a au moins une formation par an à avoir. Et sinon, quand vraiment j'arrive à un point où je sais plus quoi faire, je redirige en fonction du spécialiste en fait. Ou en fonction de mes confrères qui ont plus de formations que moi, d'autres formations qui me paraissent pertinentes. Mais voilà, par exemple, si c'est un problème de peau et que j'arrive pas à traiter, je redirige vers le dermato. Sinon, si c'est un ongle incarné qui ne se soigne pas, je redirige vers le médecin général pour des antibiotiques, etc. Ou vers d'autres confrères, vers des kinés quand c'est des problèmes musculaires, des tendinites ou autres, chez l'ostéo. Enfin, voilà, il y a vraiment un travail pluriprofessionnel en fait à avoir qui est très très important. Certains patients peuvent être gênés. Quelle est votre méthode pour les mettre à l'aise ? En général, il faut montrer qu'on est assez ouvert, essayer de détendre le patient en communiquant avec lui beaucoup, et aussi surtout demander son consentement pour certaines choses. Par exemple, des fois je dois avoir des patients en sous-vêtements, pour certains ça peut être assez gênant on va dire, donc je demande si ça dérange ou pas. Si ça dérange, moi je peux prêter un short, je peux me débrouiller comme je peux pour essayer de le mettre vraiment à l'aise, parce que si le patient est mal à l'aise, effectivement je peux pas aller très loin avec lui, il ira pas dans ma direction, donc à ce moment-là ce sera compliqué. Et aussi j'explique beaucoup ce que je fais, je parle beaucoup aux patients, en général ça les rassure. Ils vont mieux comprendre aussi, et ils vont plus adhérer à ma stratégie de traitement, donc du coup ils vont être plus à l'écoute de ce que je fais, et ouais, ils vont être plus cool après. Dans votre métier, vous êtes exposé aux maladies respiratoires et aux tendinites. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors déjà, pour les tendinites, ça se passera surtout au niveau des mains, parce qu'on utilise beaucoup nos mains. Il faut les protéger d'ailleurs, parce que si j'ai plus de mains, j'ai plus de travail. Et ça va être beaucoup sur les gestes répétitifs, les gestes qu'on peut avoir en soins, quand on fait des flexions, quand on enlève la corne. Des fois, il faut appuyer fort aussi à certains endroits, sur des manipulations ou autres. Et aussi, il y aura des mauvaises postures, parce qu'on a toujours la tête baissée en fait, les yeux toujours hyper près aussi. Les tendinites, ouais, au niveau des mains, elles sont quand même assez récurrentes, et pour ça malheureusement, on n'a pas grand chose à faire. Les vibrations aussi des appareils n'arrangent pas. Par exemple, pour poncer mes éléments, on utilise un énorme instrument qui s'appelle un touret, et c'est un peu une ponceuse qu'on peut voir en bricolage, c'est exactement la même chose, donc il y a beaucoup de vibrations. Et ça, en général, les tendons et les articulations, ils n'aiment pas trop, surtout quand ils commencent à être un peu usés. Ils aiment encore moins, donc à ce moment-là, on va voir le médecin, on fait de la kiné du coup, on se réoriente, on essaie de prendre soin de soi aussi, et pas hésiter à s'arrêter. Et après, pour les maladies respiratoires, c'est surtout on va respirer les poussières des matières synthétiques qu'on utilise pour les semelles. Donc là, en général, la prévention va être très importante dans le sens où il faut porter un masque. Les gros masques blancs qu'on avait pendant le Covid, vraiment ceux qui laissent rien passer du tout. Un peu compliqué de respirer avec, mais on fait avec et pas le choix aussi. Et il y a les vapeurs de colle qui sont hyper toxiques. C'est pareil, si on met le nez au-dessus, déjà l'odeur elle est horrible. Et en plus de ça, au fur et à mesure du temps, ça peut abîmer toute la trachée, les poumons, la voie respiratoire. Donc voilà, les masques, hyper importants dans notre travail. Pouvez-vous être confronté à des plaies ou encore au manque d'hygiène de certains patients ? Comment faites-vous pour le supporter ? Le manque d'hygiène de certains patients, il est plutôt rare, mais on en a forcément un petit peu. Ça, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose, à part si le pied est dans un état pas possible. Là, on dit, monsieur ou madame, repartez, parce que moi, je peux pas travailler comme ça. Sinon, les plaies, les patients, ils peuvent rien, donc faut pas y craindre, on va dire. On supporte, surtout, moi, j'ai plutôt de la chance, je crains pas grand-chose. Donc, la vision d'une plaie, ou de pus, ou de choses un peu purulentes, un peu sale, on va dire, enfin qui paraît sale, pardon, ça me dérange pas spécialement, donc à ce niveau-là j'ai de la chance et surtout on s'y habitue. Et après pour les odeurs, il y a plein de petites astuces, on peut mettre des huiles essentielles dans le masque, en général ça marche plutôt bien. Et sinon au cabinet j'ai toujours des diffuseurs d'odeurs, parce que des fois il y a des patients, après quand ils repartent on met un petit coup de diffuseur pour avoir un cabinet qui sent correctement, donc voilà. On sait que vous trouvez que l'administratif est sous-estimé, mais pourquoi ? Alors l'administratif est sous-estimé parce que à l'école, on nous apprend pratiquement rien sur l'administratif. Ou sinon, j'étais pas en cours, mais j'étais tout le temps là, donc c'est pas possible. On nous apprend rien sur l'administratif, la prise en charge sécurité sociale, la prise en charge mutuelle,
toutes les démarches à faire pour s'inscrire, la caisse de retraite, à l'URSSAF. Hein. C'est des mots qui vous parlent peut-être pas, mais c'est compliqué parce que ça parle à pas beaucoup de personnes. Et en fait, tout ça, c'est vraiment sous-estimé dans le sens où on n'y est pas préparé. Et en fait, on se prend une montagne d'administratifs d'un coup. Et après, il faut se débrouiller comme on peut. On essaie de se renseigner à droite, à gauche. Il faut être bien entouré aussi. Parce que moi, je suis pas toute seule dans mon activité. J'ai un expert comptable qui m'aide beaucoup pour essayer de m'aider, de faire les démarches au bon moment. Attention à cet argent, faut le dépenser comme ça. Celui-là, faut plutôt le garder comme ça. Vous pouvez investir dedans. Là, faut pas investir. Voilà, c'est l'administratif, que ce soit comptabilité, prise en charge des patients, expliquer aux patients aussi, parce que lui c'est pareil, il comprend pas grand-chose, donc faut se débrouiller comme on peut, faut se dépatouiller. Mais ça, après, on y apprend au fur et à mesure du temps en fait. Au fur et à mesure, on commence à connaître, avoir les bonnes réactions. Mais oui, au début, faut se préparer à se prendre une montagne de papier et des démarches qui sont très longues. Le temps que ça passe entre les bonnes mains, que les personnes écoutent, qu'ils comprennent le problème. Des fois, il y a des manques de communication, etc. Donc, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Mais on apprend. Vous avez envie de vous spécialiser dans la prise en charge d'enfants et d'adolescents. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'approche est différente par rapport aux adultes ? L'approche est différente aux adultes parce que les adultes, ils ont fini de grandir. Donc, ils sont dans une posture techniquement qui bougera pas. Alors qu'un enfant, il va être très malléable. Avec la croissance, il y a énormément de changements. Qui sont normaux d'ailleurs, hein. Mais il faut respecter ces changements en fait. Il y a des étapes à avoir, je pense surtout, là j'ai passé une formation la semaine dernière, c'est des étapes entre la naissance et 7 ans. Il y a énormément d'étapes qui sont à respecter et qui sont sous-estimées et peu connues, et pourtant qui sont hyper importantes. Par exemple, le 4 pattes, il va être hyper important dans après ta position plus tard. Tu peux avoir des instabilités à l'âge adulte parce que t'as pas fait de 4 pattes quand t'étais plus jeune. Donc forcément, c'est quelque chose qui est très important à voir, à suivre. Et pour les enfants, jusqu'à 15 ans, on a des rendez-vous tous les 6 mois. Et il y a un suivi qui est très régulier et les enfants sont très réactifs aussi en général à notre prise en charge. Moi, c'est une partie qui m'intéresse vraiment parce que c'est là où j'aurai le plus d'impact et où je me sens en fait le plus utile pour éviter les problèmes plus tard. Enfin, quels souvenirs gardez-vous de votre expérience professionnelle à Mayotte ? Professionnellement parlant, c'était très intéressant parce que c'était pas la même prise en charge des patients, parce que c'était pas la même culture, c'est pas les mêmes habitudes de vie. Là-bas, le soleil, il se lève à 5h30, 6h tout le temps, et les patients sont très matinaux. À 17h, c'est vraiment la fin de la journée. Donc en général, les gens ils finissent plus tôt. Alors que moi, je terminais à 17h, je me suis dit, c'est cool, je finis tôt. Pas du tout, finalement. Parce que le soleil se couchait une demi-heure plus tard. Donc voilà, les habitudes sont pas les mêmes, c'est pas le même rythme. La religion, là-bas, est différente aussi, donc c'est pas les mêmes habitudes alimentaires, ça va avec. Et donc, du coup, ça peut créer beaucoup de diabète chez beaucoup de patients, beaucoup de personnes. Et j'ai une prise en charge chez ces personnes-là qui est énorme chez les patients diabétiques. Donc ça m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Et voilà. Merci à Julie Manka d'avoir répondu à nos questions sur le métier de podologue. Pour retrouver toutes les émissions réalisées par la classe de 5e C du Collège Condorcet en atelier scolaire avec la radio Aléo. Rendez-vous sur le site radioaléo.fr.